Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre a le plaisir de retrouver Marie-Hélène Rudel pour parler autour de son roman « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir », édité chez Les Perséides. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Nathalie. Alors depuis le début de la semaine, on parle bien évidemment de votre livre. Vous racontez des anecdotes de votre métier, puisque votre personnage est infirmière, mais vous l'êtes aussi vous. Donc des anecdotes de votre métier. Vous parlez aussi beaucoup des résidents, comme je l'ai dit et je le répète, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'affection. Est-ce que c'est une manière un petit peu de leur donner une seconde existence à ces résidents, de leur donner une vraie présence qu'ils ont peut-être perdue le jour où ils sont rentrés en maison de retraite? Oui, j'aime bien cette façon de voir. Et vous parliez hier ou avant-hier, je ne sais plus, de livres thérapeutiques. Mais en fait, s'il y a j'ai l'impression pour certains d'entre eux, de leur avoir un peu rendu hommage dans certaines descriptions. Donc, en ce sens-là, ça peut être une sorte de réparation. Je pense à quelqu'un particulièrement qui n'a jamais su l'affection que j'avais pour elle. C'était difficile à dire. Et bon, le fait d'écrire son histoire, j'ai eu l'impression de lui donner une existence effectivement plus forte. Elle est morte maintenant. Et puis une existence, puis alors maintenant ad vitam. Ad vitam aeternam, oui. Parce que maintenant c'est consigné dans un livre. C'est gravé dans le marbre. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable dans le fait d'écrire. Alors vous dites par rapport des fois vous ne pouvez pas toujours leur témoigner l'affection ou l'attachement que vous pouvez avoir pour eux. Est-ce que c'est au nom de cette sacro-sainte distance que le soignant doit toujours garder avec son patient? Alors non. En fait, cette femme à laquelle je pense, j'aurais très bien pu lui dire, mais je ne suis pas sûre qu'elle aurait vraiment compris. Et puis, je sais pas, une timidité, quoi. Mais je lui ai fait comprendre de mille et une manières. Hein. Mais non, c'est vrai, j'aurais pu lui dire « je vous aime beaucoup ». C'est vrai. Parce qu'au départ, ça doit être... Si, en maison de retraite, on se fait des bisous. Bon... C'est peut-être encore un des lieux où il y a le moins cette distance par rapport à d'autres lieux d'exercice. Oui, parce que les soins que vous leur apportez peut être le prétexte aussi à un rapprochement, finalement. Tout à fait. Mais c'est surtout qu'ils sont 80 et quelques, quoi. Donc, comment voulez-vous ? Donc, vous êtes obligé de prendre... Enfin, sur les 80, j'imagine qu'ils ne sont pas tous attachants. Eh bien, écoutez, franchement, plus ou moins, mais c'est très personnel. Les gens que je ne trouvais pas très attachants, moi, étaient très attachants pour d'autres collègues. Mais franchement, j'ai connu très peu de gens pénibles. Mais vraiment très peu, contrairement à ce qui se dit quelquefois. La plupart étaient intéressants, chacun à leur manière. Intéressants, ou plus que ça, sympathiques, avec toujours une histoire de vie. De toute façon, je pense que vraiment, presque tous les humains sont intéressants et attachants. Ça dépend du biais par lequel vous les regardez. Bien sûr. Et de l'ouverture avec laquelle on les écoute. Oui, voilà, Ah non, je les trouvais tous... Parce que c'est des personnes qui ont une moyenne d'âge de 80, entre 80 et 90 ans, à peu près. Oui, actuellement, c'est plus 85-90. On entre de plus en plus tard en maison de retraite, et c'est très bien. 80, c'est presque des genoux. Oui, ils vont être contents si vous entendent. Non, mais je vous assure, hein, c'est bien. C'est une bonne évolution. Les gens restent quand même plus chez eux, et l'entrée en maison de retraite se fait tardivement.
Donc forcément qu'à cet âge-là, ça ne peut être que des histoires de vie et des expériences de vie qui sont riches. On ne peut pas arriver à 85 ans comme ça, je veux dire, sans rien derrière. Ah ouais. Il y a forcément un bagage Ah bah oui, énorme. qui fait que ça les rend intéressants, forcément, quoi. Bah oui, et puis d'autant plus que le monde a beaucoup changé. Depuis, il n'arrête pas de beaucoup changer, mais je veux dire, avec les changements technologiques, etc., enfin, ça va très très vite. Donc c'est aussi des gens qui sont témoins d'un avant, en particulier où j'étais, ils parlaient tous breton, tous, mais alors tous, quoi. Et ça, c'était passionnant. La communication pouvait se faire quand même ? Oui. Vous parlez peut-être breton ? Non, j'ai des notions. Je ne suis pas née en Bretagne, mais j'y vis depuis 25 ans. J'étais tellement bien fondue dans le milieu qu'à l'époque, j'avais pris un petit accent parce que je vivais tellement là dedans. Et c'est un langage qui, même en français, est truffé de bretonicisme. Bon, et c'est délicieux. Et ils parlent tous français aussi. Hein. Bien sûr, oui, donc, j'imagine. Si, c'était tout à fait. Et puis du coup, je m'y suis mise un peu, donc j'ai quelques notions. Mais je ne parle pas, très loin de là. Pour faire la conversation, ça peut être un peu limité, quoi. Ah oui, non, impossible de faire une conversation au-delà de... Et puis le breton, c'est très difficile de pouvoir repérer des mots parce qu'il n'y a rien qui ressemble au français, quand même. Ah, rien du tout, c'est vraiment deux langues très différentes. Donc là, il parlait breton, c'est vrai que pour situer, sans être très précis, dans le Finistère, oui. C'est vrai que dans le Finistère, on parle peut-être plus breton, par exemple en Ille-et-Vilaine. Ah là là, oui, ça n'a rien à voir. J'imagine qu'en maison de retraite, il y a assez peu de résidents à parler breton entre eux, ou oui. Ils parlent plus quand même le français, la langue officielle. Oui, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. J'ai connu quelqu'un qui m'avait dit « ça n'engage que cette personne », excusez-moi, auditeurs et auditrices, hein, mais habitant de l'Ille-et-Vilaine, qui m'avait dit « on est à peine breton ». Alors, bon, c'est dit. Pour les Finistériens, ouais. C'est vrai qu'on est, oui, on est des petits, quoi. Voilà, donc c'est là vraiment. On joue pas dans la même cour. Le Finistère maritime et campagne. Enfin, je veux dire, c'est le breton, quoi. C'est le breton de chez Breton, comme on dit. Alors, ils sont témoins. Vous dites vous disiez d'un avant. Est-ce que alors c'est vrai que les maisons de retraite, j'imagine qu'ils les ont pas connues parce que est-ce que leurs parents eux-mêmes allaient en maison de retraite, c'était pas aussi courant avec la solidarité entre les générations. Souvent les grands-parents vivaient chez leurs enfants. C'est vraiment moderne entre guillemets cette histoire. Oui. Ça date un petit peu, mais je veux dire ça fait pas 3 générations. Est-ce que quand vous dites les conditions, c'est pareil, vous parlez des conditions de travail, des conditions de vie qui ne s'arrangent pas. Est-ce que eux, en maison de retraite, est-ce que parfois eux peuvent être les témoins de ce qui se passait avant en maison de retraite ? Est-ce que certains vous en ont parlé ? Eh bien, écoutez, peu. Je réalise à vous entendre que c'est un sujet qui venait assez peu dans la conversation. Comment ça s'est passé pour vos parents, etc. Ah, et je me demande pourquoi, tiens, tout d'un coup. Parce que c'est intéressant. Parce que leurs parents... Alors, s'ils ont 80 ans, peut-être que leurs parents, en fait, étaient chez les enfants, comme ça se faisait quand même beaucoup, jusqu'à la 2e génération. Je ne sais vraiment pas. En tout cas, je n'ai jamais connu de personnes dont les parents avaient été aussi en maison de retraite, qui me les signalaient, quoi. Mm-hmm. Mais là, donc, on n'aura pas. Je ne sais pas. Non, mais on n'aura pas le avant pour eux. Non, non, j'aurais dû poser la question, c'est vrai. Enfin, je pense que ils étaient chez leurs enfants. Mais je pense qu'ils étaient ou tout seuls, hein. Ou tout seuls, ou chez leurs enfants. C'était quand même c'était quand même assez très fréquent. Courant, quoi. La maison de retraite, c'est surtout la génération des 80 ans maintenant, pour qui c'est un lieu de vie plus courant. Quoi. Ça fait quand même 1 ou 2 générations que ça se fait. Hein. Il faudrait retrouver, vous voyez, je ne sais pas, quand il doit y avoir des informations là-dessus. Il y a eu des dates charnières, certainement. Où ça a basculé un petit peu, où c'est devenu courant, quoi.
Oui, parce que maintenant... Même si ça reste peu fréquent, hein, en fait. Hein. Et pourtant, la maison de retraite, c'est quand même un sujet dont toutes les personnes arrivées à un certain âge. Il y a un médecin à l'hôpital qui disait que toutes les personnes à partir de 70 ans devraient commencer à penser à la maison de retraite. Quel âge avait-il, cet homme-là ? Oh, très jeune, certainement. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Parole de médecin. Bon, qu'il se mêle de ses affaires, qu'il s'occupe de sa propre vieillesse. Aujourd'hui, 70 ans. Aujourd'hui, 70 ans, c'est quand même un jeune âge. Si le médecin l'a dit, devrait, grand Dieu, si on notait tous les devraient, doit, aurait dû, déjà on serait un peu moins malheureux. Mais bon, surtout quand il s'agit des autres. Oui, parce que je pense que la personne à qui il l'a dit avait du répondant et a su répondre ce qu'il fallait. Tant mieux. Alors ça, c'est énorme, alors. Alors, c'est vrai que vous parlez aussi des médecins un petit peu, pas beaucoup, mais et vous dites que ils sont en haut de la hiérarchie quand même. Ah bah complètement, oui. Ah oui. Ça doit être pour les infirmières qui font quand même le plus gros du travail, enfin au quotidien, auprès des résidents. C'est pas un peu agaçant, ça ? Alors, les médecins, ceux que j'ai connus en maison de retraite, les rapports étaient chaleureux avec certains. C'est plus compliqué que ça. Hein. Ils étaient surtout dans leur rôle dominant quand ils étaient entre eux. Quand ils sont entre eux, il n'y a plus qu'eux qui comptent. Le petit peuple des petits soignants, vous savez, ils ne les voient même plus. Ils ne les voient même plus au sens, vraiment, ils ne les regardent plus. Ils parlent entre eux, etc. Donc là, c'est insupportable. Mais quand ils sont seuls avec vous, le plus souvent un homme en face, le plus souvent d'une femme... Hein, donc déjà, il y a un problème de domination. Hein, vous voyez naturel. Ce que je veux dire, hein, sûrement pas naturel, mais... acquise. Acquise. Mais bon, il y en avait qui étaient absolument adorables et qui savaient qu'ils avaient besoin de nous. Autant que nous, on a aussi besoin des médecins, évidemment. Hein. D'ailleurs, ils n'étaient pas assez présents. C'était très difficile, ça. Souvent, on se sentait seul sans médecin. Hein. Non, puis c'est aussi une garantie, c'est une caution. Je veux dire, pour une infirmière, d'avoir l'aval du médecin, c'est aussi une manière de se protéger. Oui, d'autant plus qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire, bien évidemment. Donc, on aurait aimé qu'il soit plus présent, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que les deux auxquels je pense dans votre livre, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Mais c'est vrai que là, vous devenez forcément tout de suite transparent, quoi. Exactement, le mot, exactement. Ouais. Mais sinon, pris individuellement, les deux étaient absolument charmants. Voilà. L'union fait la force. Hein. Les jeunes médecins sont souvent adorables parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Et c'est tout juste s'ils ne vont pas nous demander qu'est-ce qu'il faut donner comme antibiotique dans tel cas. Quoi. Là, quelquefois, ils nous surestiment un peu, mais c'est mignon. Bon, eh bien écoutez, on va quitter les médecins pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve demain, puisqu'on a encore 2 jours ensemble. On laisse place à un petit peu de lecture en musique. Et je rappelle, avant de nous quitter, le titre de votre livre, « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir », aux éditions Les Perséides. À demain, Marie-Hélène. À demain, Nathalie. Marie-Hélène Rudel, « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir ». Une demi-heure plus tard, assis dans l'unique fauteuil du cabinet des médecins et la tête déjà plongée dans son dossier médical pour gagner du temps, le docteur Barazer me pose des questions sur Madame Cadio. Le docteur Éric Dagorne nous rejoint presque aussitôt. Jacques Barazer lève les yeux de son dossier. « Ah, c'est toi !»« Pas facile, hein ? Un seul siège. » Politesse. De toute façon, j'ai fini, j'étais sur le point de me lever. Mais il n'en fait rien et les voilà qui entament dans le détail le récit des misères de leur dernier week-end de garde. Je m'agace car si j'en ai fini avec le docteur Barazer, j'ai 1 ou 2 choses à dire au docteur Dagorne. Les 2 médecins parlent entre gens d'importance et ne se soucient plus guère de l'infirmière. Il n'y a pas de domination sans mépris.
Mes protestations restent bloquées au fond de ma gorge. Je passe ostensiblement d'un pied sur l'autre, me fais aussi haute et large que je le peux, me gonfle, comme si ça pouvait me permettre d'exister plus fort. En vain. Je ne m'habituerai jamais à ces humiliations ordinaires. Pourquoi rester ? Je tourne les talons, laissant volontairement la porte du cabinet ouverte. On ne dénoncera jamais assez le pouvoir ahurissant des médecins, au sommet de la hiérarchie soignante, cette hiérarchie dont l'échelon le plus bas est celui des patients. Jacques Barazer quitte son fauteuil, enfile une blouse blanche qu'il laisse grande ouverte et quitte le bureau médical, laissant la place à son collègue. Derrière la porte, 3 pensionnaires attendent d'être reçus par le docteur Dagorn. Éric Dagorn est tout jeune diplômé. Debout dans l'encadrement de la porte, il sourit à Marie-Jeanne Dantec, malade d'Alzheimer et autrefois, dit-on, pudique et réservée. La canne à la main, elle marche avec dynamisme vers le cabinet, détaille le jeune médecin avec gourmandise, puis se tourne vers moi pour me chanter joyeusement sur 4 notes. Il est à moi. Œil canaille et index qui menace. Gare à moi si la liberté de parole de Marie-Jeanne Dantec me venge et me libère. Je m'avoue vaincu. Pas de problème, Madame Dantec. De toute façon, j'ai bien trop de travail pour faire une pause. Ce dialogue inattendu fait rougir légèrement le médecin. Les vieilles dames ne sont pas ce que tu crois, mon cher. Il va falloir t'y faire. Marie-Jeanne Dantec, depuis que la maladie lui a fait oublier sa pudeur, parle constamment de sexe. Un rire franc, c'est celui de Gilles Morvan qui a assisté à toute la scène. Tiens, je ne l'ai vu pousser aucun fauteuil aujourd'hui. Après le départ des médecins, je ramasse les ordonnances en pile sur le bureau. Madame Cadieux, antidépresseur, matin et soir. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.